Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes futures affaires. Au cours de l'année 2019, dans la petite ville paisible de Lakeview, nichée non loin des rives du lac Ontario au Canada, un drame criminel est venu ébranler l'existence sereine de ses habitants. Cette affaire a rapidement acquis une réputation sinistre au sein de la communauté, qui se targuait autrefois d'une solidarité exemplaire. Personne n'aurait imaginé que la disparition d'un homme discret, connu pour son travail acharné et son air toujours occupé, allait révéler un réseau de mensonges et de manipulations soigneusement tissées par sa propre épouse. Ce fut un choc pour tous, car la personne au cœur de cette tragédie était aimée de nombreux voisins et estimée pour son mode de vie soi-disant impeccable. Pourtant, derrière la façade d'une union harmonieuse, on découvrit une réalité bien différente, ponctuée de dettes, de tensions et de non-dits. Le nom du disparu était Michael Davenport. Son épouse, Helena Davenport, était reconnue pour sa bienveillance apparente et son sens de l'organisation. Toujours habillée avec élégance et souriante quand elle se rendait au marché local ou croisait des connaissances dans la rue principale de Lakeview. Ensemble, ils avaient entretenu l'image d'un couple modèle, et nul n'aurait pu prévoir que ce duo, envié pour sa réussite apparente, basculerait dans une affaire aussi grave. Au moment où Michael cessa soudainement de donner signe de vie, la consternation gagna toute la ville. S'était-il enfui de sa propre volonté, incapable de surmonter ses soucis financiers que certains devinaient à demi-mot? Ou était-il victime d'un acte criminel plus sinistre? Les premiers jours suivant la disparition de Michael se déroulèrent dans un climat de grande inquiétude. Officiellement, Helena signala l'absence de son mari à la police locale. Elle apparut bouleversée devant les agentes et les agents à qui elle raconta, les larmes aux yeux, que Michael n'était jamais rentré après un déplacement professionnel censé se terminer tard le soir. D'après elle, son époux avait mentionné un rendez-vous crucial avec un client potentiel. Quand la nuit passa sans qu'il ne reparaisse et que ses appels restèrent sans réponse, Helena déclara avoir été prise d'un profond malaise, redoutant un accident de voiture ou quelque autre tragédie. Ces explications, à première vue cohérentes, s'accompagnaient d'un flot d'informations sur l'itinéraire de Michael, son emploi du temps, ses habitudes matinales. Tout semblait si détaillé et si précis que personne n'eut d'abord la moindre raison de remettre en question ces dires. Les officiers de la petite ville, peu habitués à des affaires de disparition au dénouement dramatique, se contentèrent d'enregistrer les informations transmises par l'épouse éplorée, puis d'informer les habitants qu'un quadrillage serait mis en place dans toute la zone, appuyé par d'autres équipes si nécessaire. Très rapidement, l'agitation gagna Lakeview. Les maisons érigées autour de la rue principale, bordées de jardins soigneusement entretenus, se mirent à bruisser de rumeurs. Des membres de la communauté, qui se côtoyaient souvent dans la même église ou au marché local, se montrèrent fébriles. Certains se souvenaient de la nature plutôt discrète de Michael. Il se rendait chaque matin dans le petit bureau de marketing où il s'occupait de stratégies de communication pour diverses entreprises. Selon ses voisins, il était du genre à saluer d'un geste rapide, sans s'attarder, avant de filer régler ses affaires. Il n'était pas connu pour bavarder longtemps. On le décrivait comme un travailleur solitaire, un brin taciturne mais jamais impoli. En revanche, Helena, plus extravertie en apparence, s'était intégrée à plusieurs cercles, un club de lecture, une association caritative locale et diverses collectes de fonds pour l'entretien des espaces verts de Lakeview. Elle paraissait toujours enthousiaste et prompte à rendre service. On l'avait souvent vue fournir de la nourriture pour les événements du quartier ou proposer son aide lorsque des actions de bienfaisance étaient lancées. On louait ses talents de cuisinière,
sa politesse discrète et son aura calme. Parmi les proches de la famille Davenport, l'une des amies les plus anciennes d'Helena, une certaine Sarah Morrison, s'impliqua d'emblée dans les recherches. Sarah était une femme de taille modeste, avec une coupe de cheveux blonds toujours parfaitement soignée. On la connaissait pour son travail rigoureux de gestionnaire dans la banque locale. Elle administrait les comptes de nombreuses personnes de la communauté. Sarah jouissait d'une solide réputation, car on appréciait son sens de l'écoute et sa franchise. Elle se souvenait de la période de l'enfance où elle et Helena couraient dans les rues de Lakeview, rêvant d'aventures extraordinaires. Le temps avait passé, mais elles étaient restées proches, échangeant régulièrement des conseils et partageant certains secrets. Lorsqu'Helena l'appela, le matin où Michael disparut, Sarah s'empressa de la rejoindre pour la réconforter. Au départ, Sarah ne doutait aucunement de la sincérité de sa vieille amie, la voyant submergée par l'angoisse et l'incertitude. Pourtant, cette disparition menaçait de mettre en lumière des facettes de la vie des Davenport auxquelles nul ne s'attendait. Des policiers de la ville, sous la direction d'un détective principal consciencieux, commencèrent à examiner les relevés bancaires du couple, les comptes de leur société de marketing, ainsi que les transactions inscrites sur leur carte de crédit. On cherchait, dans l'éventualité où Michael aurait vraiment pris la fuite, à savoir s'il avait procédé à un retrait d'argent ou envoyé des messages depuis son téléphone. Très vite, on découvrit une situation financière inquiétante. La société de Michael n'était pas aussi prospère que beaucoup l'avaient cru. Au contraire, elle croulait sous des dettes nées de mauvaises décisions d'investissement. Les relevés montraient des paiements irréguliers et des sommes considérables retirées en espèces. Les gérants d'immeubles et certains fournisseurs contactés par la police confirmèrent que Michael tardait à régler ses factures, ce qui plongeait le ménage dans une situation périlleuse. Dès lors, l'hypothèse d'une fuite volontaire pour échapper aux créanciers fut étudiée. Mais il demeurait étrange que Michael n'ait laissé aucun mot à son épouse ou à son entourage. D'après le détective principal, lorsqu'un adulte choisit de partir, même pour une raison financière, il laisse parfois des indices ou s'efforce de préparer discrètement son départ. Un soir, alors que l'inquiétude s'intensifiait, un voisin affirma avoir entendu des bruits inhabituels, comme des claquements de portières et des éclats de voix provenant de la résidence des Davenport. Selon cette personne, ces sons étranges auraient été perçus la veille du signalement de la disparition. Les enquêteurs recueillirent cette information, mais il n'existait pas de preuves concrètes reliant l'événement au départ de Michael. D'autres témoignages mentionnaient avoir croisé Helena ce soir-là, semblant troublée, garer sa voiture un peu plus loin dans la rue. Pourtant, on ne voyait pas très bien en quoi ces observations pourraient à elles seules expliquer ce qui était arrivé à Michael. Soucieux de ne pas ignorer la moindre piste, le détective principal fit venir des techniciens sur la scène domestique afin de procéder à une analyse minutieuse de la maison. Le salon des Davenport, si impeccablement rangé au premier abord, révéla finalement quelques incohérences. Dans un coin du tapis, on trouva une très légère trace de sang, presque invisible si on ne s'attardait pas à la repérer sous la chaise longue. De fines gouttelettes, dispersées sur la plainte, retinrent l'attention des experts. L'analyse confirma que ces gouttes correspondaient au groupe sanguin de Michael. Un sentiment d'effroi se diffusa chez les policiers. Cela n'expliquait pas où Michael se trouvait, mais instaurait la possibilité d'une violente altercation. L'éventualité d'un simple accident domestique resta envisageable. Or, personne ne put établir de certitude tant que le dossier ne serait pas plus étoffé. C'est à ce moment-là que la suspicion envers Helena commença à naître. Jusqu'à ce jour, l'image de l'épouse bouleversée, aveuglée par l'anxiété, avait prévalu. Pourtant, quelques éléments intrigants vinrent s'ajouter.
on apprit qu'elle avait récemment contracté une assurance vie fort conséquente sur la tête de Michael. Le document avait été signé environ 3 semaines avant la disparition, et le montant assuré dépassait nettement tout ce qu'on aurait pu imaginer. Aux enquêteurs, Elena expliqua s'être inquiétée de l'état de santé de son mari, stressé par les dettes et dormant mal depuis des mois. Il était même devenu irascible par moments. Elle ajouta que, sous l'influence de conseils financiers, il s'était dit qu'une police d'assurance élevée constituerait un filet de sécurité en cas de problème majeur. Après tout, Michael travaillait dans un secteur instable, et l'idée semblait logique pour se protéger de toute catastrophe. Néanmoins, ce détail, couplé aux problèmes économiques du couple, incita les autorités à investiguer davantage. Le détective principal, secondé par un autre enquêteur, décida de vérifier si les informations qu'Elena présentait sur la vie de Michael tenaient vraiment la route. On examina également ses propres relevés téléphoniques, on regarda avec qui elle avait communiqué avant et après la disparition, et si son récit comportait des contradictions. De son côté, Sarah Morrison s'efforçait de soutenir sa vieille amie tout en participant aux interrogatoires. Puis, un jour, quelque chose la dérangea. Elle se souvenait avoir aperçu Elena charger un objet volumineux dans le coffre de sa voiture, le matin précédant la déclaration de la disparition. Sur le moment, elle n'y avait pas prêté une grande attention, imaginant qu'Elena partait déposer de vieux cartons ou peut-être du matériel pour l'un de ses projets associatifs. Mais, à présent, l'image lui revenait en mémoire avec force. L'objet semblait avoir la taille d'un homme recroquevillé. Bien sûr, Sarah chercha à balayer cette idée, la jugeant grotesque, mais cette impression la hantait. Finalement, elle en parla à un officier lors d'une conversation informelle, soulignant qu'elle ne voulait accuser personne à tort, mais que ce détail l'inquiétait tout de même. L'officier lui recommanda de prendre rendez-vous avec le détective principal qui l'interrogea en détail. Entre-temps, l'histoire de Sarah ne fut pas immédiatement considérée comme un indice probant, car ce qu'elle avait vu pouvait n'être qu'un sac de linge ou un amas d'objets quelconques. Toutefois, la remarque fut consignée, et la police se mit à rechercher d'éventuelles images de caméras de surveillance, installées autour des rues résidentielles ou dans des commerces voisins. Les enregistrements s'avérèrent rares, car Lakeview ne comptait pas un réseau massif de caméras. Cependant, un système privé appartenant à un petit restaurant, situé au carrefour principal, put fournir quelques fragments vidéo. L'un de ces extraits montrait une voiture ressemblant à celle d'Elena passer lentement dans la nuit. Sur la banquette arrière, on distinguait une forme allongée, masquée par une couverture. Il était impossible de voir clairement s'il s'agissait d'une personne. Néanmoins, ce nouveau détail, conjugué au témoignage de Sarah, insuffla un profond malaise à l'équipe d'enquête. On entreprit alors d'éplucher tout le parcours possible qu'Elena aurait pu effectuer à cette heure tardive, repérant quelles intersections elle avait probablement franchies. Les uns assises et les autres commencèrent à s'interroger. Pourquoi Elena aurait-elle conduit si tard, alors qu'elle soutenait que Michael était probablement en route pour un rendez-vous professionnel? Était-ce simplement une coïncidence, voire une sortie pour calmer ses nerfs? Ces questions devinrent plus pressantes au fil des heures. Alors que l'on progressait dans cette nouvelle direction, la découverte d'autres éléments choquants émergea. D'abord, les fiches bancaires révélèrent qu'une somme importante, jadis détenue sur le compte épargne de Michael, avait été retirée par petites tranches au cours des derniers mois. Cette opération semblait s'être accélérée peu avant la disparition. Interrogée là-dessus, Elena se justifia en évoquant des dépenses liées aux dettes. Elle déclara qu'elle aidait Michael à rembourser divers créanciers pour redresser ses affaires. Pour renforcer ses dires, elle présenta un carnet de notes, prétendument rédigé par Michael, mentionnant des noms de partenaires commerciaux et des échéances à payer. Au premier coup d'œil, les écrits paraissaient authentiques,
mais le détective principal eut un doute. Le style de rédaction et la graphie divergeaient légèrement de ceux d'un ancien document attesté comme étant de Michael. Une analyse graphologique fut lancée. L'experte conclut que, dans certaines entrées, l'écriture semblait imiter celle de Michael, mais présentait des irrégularités subtiles dans la formation des lettres. Cela ne suffisait pas à émettre des accusations directes, mais l'enquêtrice graphologue établit qu'il y avait au moins une forte probabilité de falsification partielle. Ce fait, inattendu, jeta un éclairage totalement différent sur la sincérité d'Helena. Pourquoi aurait-elle forgé ou modifié le carnet de Michael si ce n'était pour manipuler l'enquête? Dans le même temps, l'analyse du téléphone de Michael s'avéra frustrante. Aucune nouvelle communication n'avait été émise après le soir de sa disparition. Les registres montraient qu'il avait passé un dernier appel à un contact professionnel. Puis, plus rien. On ne retrouva pas l'appareil, qui demeurait introuvable malgré les recherches intensives dans la maison et les alentours. Les enquêteurs demandèrent l'assistance de l'opérateur téléphonique pour tenter de géolocaliser le signal, mais il cessa de communiquer presque aussitôt après cet appel. D'autre part, la voiture de Michael ne figurait pas sur les caméras de la ville. On ne disposait d'aucune trace d'une quelconque sortie de Lakeview. Le mystère s'épaississait. Dans cette ambiance délétère, la pression psychologique sur Helena augmenta. Les ragots couraient. D'aucuns la soupçonnaient d'avoir prémédité quelque chose pour toucher la prime d'assurance. D'autres pensaient qu'elle couvrait Michael, lui permettant de s'éclipser. Quoi qu'il en soit, la présence des policiers devint plus insistante autour de son domicile. Des véhicules banalisés stationnaient à proximité. Des allées et venues rythmèrent l'enquête. Les analyses légistes, la collecte d'indices, les interrogatoires répétés des voisins, tout tournait autour de la question cruciale de la nuit fatidique. À quel moment exact Michael fut-il vu pour la dernière fois par quelqu'un d'autre qu'Helena? Un postier déclara brièvement que Michael avait signé un reçu pour un colis le matin même, ce qui signifiait qu'il était encore chez lui au cours de la journée. Puis, plus de certitude sur ses mouvements après 17 heures. Le détective principal, une personne méthodique ayant déjà résolu quelques affaires délicates dans le passé, décida d'éplucher plus minutieusement encore l'emploi du temps d'Helena. On interrogea des connaissances locales, des membres d'associations où elle s'impliquait. On découvrit que, la semaine précédant la disparition, Helena avait mentionné qu'elle subissait un grand stress à cause de difficultés au sein de son foyer. Plusieurs femmes du club de lecture se souvenaient de confidences voilées, où Helena laissait entendre que Michael jouait dangereusement avec leurs finances. Certaines pensaient qu'elle exagérait, d'autres compatissaient. Rien là-dedans ne prouvait une intention criminelle, mais confirmait l'existence de conflits conjugaux. Un membre du groupe caritatif raconta avoir vu Helena fondre en larmes après avoir consulté un relevé d'achat sur son téléphone, comme si elle venait de faire une découverte désastreuse. Cependant, cette personne ne portait pas l'épouse des Davenport dans son cœur, et son témoignage pouvait être teinté de ressentiment. Malgré tout, le détective principal nota ce fait dans son dossier. Au fur et à mesure que l'attention se focalisait sur Helena, la pression médiatique s'accentua. Quelques journalistes régionaux commencèrent à flairer le potentiel sensationnel de l'histoire. Un couple, en apparence parfait, un mari disparu, une épouse soupçonnée de mensonge. Les habitants de Lakeview, jusque-là habitués à partager leurs secrets au comptoir du café local, constataient avec désarroi que leur quiétude se transformait en suspense oppressant. Cela amplifia l'anxiété d'Helena, qui, se sentant surveillée et jugée, se retrancha de plus en plus dans sa maison. On la voyait parfois sortir en vitesse pour acheter de quoi se nourrir, évitant les conversations prolongées. Sa façade toujours soigneusement soignée, avec ses jardinières fleuries, devint comme un rempart derrière lequel elle tentait de préserver une image respectable.
La prochaine étape de l'enquête fut le regroupement des éléments tangibles. Aux yeux du détective principal, les indices menaient à la conclusion que Michael n'avait pas quitté Lakeview de son plein gré. Après tout, pourquoi aurait-il abandonné ses affaires, dont certaines étaient vitales pour son travail? Son ordinateur portable fut retrouvé à son bureau, entièrement éteint. Ses vêtements, eux, n'avaient pas disparu. Il ne manquait pas grand-chose dans la maison, mis à part certains objets précis, notamment quelques dossiers liés à la société de marketing. Les doutes se cristallisèrent autour du scénario d'un incident violent, qu'il soit prémédité ou né d'une dispute conjugale. Il fallait toutefois prouver la réalité d'un tel acte. Un soir, lors d'une perquisition discrète dans le garage des Davenport, on mit la main sur un linge taché de taches brunâtres. Envoyé au laboratoire, il montra également des traces de sang en partie effacées. Sa présence fut expliquée par Elena. Selon elle, Michael se serait blessé en réparant un objet métallique et elle aurait ensuite rangé le chiffon sans trop y penser. Le fait qu'il semble avoir été rincé laissait pourtant penser à une volonté de dissimulation. Sarah Morrison, quant à elle, oscillait entre la loyauté envers son ami de longue date et l'impression grandissante qu'il se passait quelque chose de malsain. Après le témoignage qu'elle avait donné au sujet du grand sac dans la voiture d'Elena, elle ressentit un profond malaise. Elena lui téléphona pour tenter d'obtenir son soutien, alléguant que la police la harcelait sans raison. Sarah essaya de clarifier ses doutes, lui demandant si elle avait vraiment transporté quelque chose d'inhabituel cette nuit-là. Elena répondit évasivement, prétendant qu'elle s'occupait de vieux cartons à déposer dans une déchetterie. Mais sa justification contredisait le fait que la déchetterie la plus proche n'ouvrait pas ses portes à cette heure tardive, et la question de savoir pourquoi elle aurait décidé de s'en débarrasser en pleine nuit restait sans réponse logique. À la suite de cet échange, Sarah se sentit triste et trahie, se demandant si son amie lui mentait délibérément ou si elle était simplement trop bouleversée pour s'expliquer avec clarté. Malgré l'absence de corps, l'étau se resserra peu à peu autour d'Elena lorsque la police commença à mener des filatures et des surveillances ciblées. L'espoir de retrouver Michael vivant s'amenuisait de jour en jour, d'autant plus que tout indiquait que ses créanciers n'avaient pas reçu de paiement soudain et qu'il n'avait fait aucune transaction depuis sa disparition. Dans les affaires de ce type, l'absence de dépenses ou de déplacements est souvent un signal d'alarme. Le détective principal, à la faveur de nouveaux éclairages médico-légaux, s'aperçut que la trace de sang trouvée sur le tapis présentait aussi des traces de substances chimiques. Il s'avéra que ces substances étaient susceptibles de provenir d'un produit de nettoyage puissant, appliqué dans une tentative de masquer les preuves. Personne au sein de la famille n'avait mentionné avoir fait un ménage aussi radical. La tension grimpa d'un cran. Soudain, un autre détail fit surface. Un commerçant local, propriétaire d'un petit magasin d'électronique, signala à la police qu'Elena s'était procuré, quelques semaines plus tôt, un équipement particulier de géolocalisation ainsi qu'une caméra miniature. Interrogée sur ce point, Elena soutint qu'elle cherchait simplement à surveiller l'extérieur de sa maison, craignant pour la sécurité du couple depuis que les dettes de Michael étaient devenues un sujet de tension. Mais pourquoi ne pas avoir mentionné plus tôt cette crainte, alors qu'elle avait pourtant collaboré avec la police? Le raisonnement d'Elena manquait de cohérence. Elle expliquait ne pas vouloir nuire à l'image de Michael, préférant garder pour elle cette dimension de leur vie privée. Les enquêteurs furent trop loin d'être satisfaits. Tout ceci se rajoutait à la liste, déjà longue, d'informations contradictoires. Quelques semaines s'écoulèrent sans avancée fulgurante, jusqu'au jour où l'élément déclencheur tant attendu apparut. Sarah, fouillant dans de vieux dossiers bancaires, découvrit un étrange relevé, en date d'environ 2 mois avant la disparition de Michael. Ce relevé faisait état d'un virement d'un montant remarquable, initié par Elena vers un compte inconnu. Sarah,
qui avait parfois aidé Elena à vérifier certains documents, n'en avait jamais entendu parler. Les équipes de police furent alertées. Elles mirent la main sur le compte en question et réalisèrent qu'il était au nom d'un prête-nom fictif, présentant une adresse postale dans un autre État. L'examen croisé révéla qu'Elena avait récupéré elle-même l'essentiel du solde peu avant l'ouverture de la fameuse assurance vie. Pourquoi effectuerait-elle de telles manipulations, si ce n'était pour préparer quelque chose? Ou peut-être régler des dettes à l'insu de son mari? Les enquêteurs ne pouvaient l'affirmer immédiatement, mais l'orientation se précisait vers un scénario d'homicide. Un soir d'automne, Elena fut invitée à comparaître pour un interrogatoire poussé au poste de police. Elle y apparut fatiguée, mais resta polie et conciliante. Durant des heures, le détective principal tenta de la confronter aux contradictions de son histoire. Elena réitéra qu'elle aimait Michael, qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal, qu'il devait sûrement être la proie d'une rencontre mal intentionnée. Elle se présenta en victime collatérale, évoquant l'hypothèse qu'il aurait pu être enlevé par quelqu'un de menaçant. Toutefois, le détective, armé de diverses preuves, l'informa que les enregistrements la montraient circulant dans la rue à une heure suspecte, qu'elle n'avait jamais donné d'explication satisfaisante à la disparition des sommes du compte de Michael, ni au sang retrouvé au domicile. Peu à peu, Elena montra des signes de nervosité. Elle réfuta les accusations, puis se mura dans un mutisme. À la fin de l'interrogatoire, on la laissa repartir, faute de preuves irréfutables et en l'absence de cadavre. La frustration envahit l'équipe d'enquête, car toutes les pistes semblaient converger vers l'épouse, mais la pièce maîtresse manquait. Au même moment, Sarah, prise d'un profond tourment moral, décida de partager intégralement avec le détective principal l'historique de ses communications avec Elena. Elle confessa avoir reçu plusieurs coups de fil où Elena l'implorait de maintenir une version édulcorée de ce qu'elle avait vu. Sarah comprit alors que son amie la manipulait pour éviter la panique ou pour se protéger elle-même, sans quoi elle n'insisterait pas autant. Les policiers, trouvant cette démarche sincère, demandèrent à Sarah de porter un micro dissimulé lors de sa prochaine rencontre avec Elena, afin de capter d'éventuelles confessions ou mensonges. Sarah se montra réticente, déchirée entre le sentiment de trahison envers une personne qu'elle connaissait depuis l'enfance et la nécessité de faire toute la lumière sur la disparition de Michael. Finalement, elle accepta, estimant qu'il était plus important de découvrir la vérité que de se taire par loyauté. Le rendez-vous entre Sarah et Elena fut discret. Elles se retrouvèrent dans un café peu fréquenté de Lakeview, un matin où la pluie fine rendait l'atmosphère morose. Sarah engagea la conversation sur un ton amical, puis aborda prudemment le sujet de Michael. Elle raconta, avec fausse candeur, avoir enfin osé parler à la police de ses soupçons, y compris l'histoire du grand sac chargé dans la voiture. Elena, d'abord sur la défensive, tenta de minimiser l'affaire et la supplia de se rétracter, affirmant que tout cela ne ferait qu'aggraver la situation. Sarah remarqua son agitation, ses mains crispées, son regard fuyant. Elena lâcha alors des bribes. Michael avait entretenu de très mauvaises relations avec certains créanciers. L'un d'eux, soi-disant dangereux, serait venu menacer le couple. Face aux questions de Sarah, Elena avança la théorie que Michael avait pu provoquer un incident fatal par accident et qu'elle avait ensuite paniqué, tentant de cacher cette histoire pour protéger sa propre réputation. Sarah insista pour obtenir plus de détails. Elena restait vague. Cependant, cette conversation suffisait à fournir un enregistrement, révélant le fait qu'Elena s'embrouillait dans ses justifications et semblait admettre, à demi-mot, avoir aidé à dissimuler quelque chose, voire à maquiller une scène. Les officiers de police, à l'écoute de l'enregistrement en temps réel, interprétèrent le comportement d'Elena comme un signe supplémentaire d'implication. Dans les jours qui suivirent, la police organisa des fouilles étendues
dans plusieurs coins isolés autour de Lakeview, espérant y trouver le corps de Michael. Les enquêteurs, aidés par des volontaires et quelques chiens renifleurs, explorèrent des cabanons abandonnés, des vieux greniers, et passèrent au peigne fin une partie de la berge du lac. Les recherches prirent du temps, mais demeurèrent infructueuses. L'hypothèse que le corps ait pu être déplacé sur une longue distance, ou même détruit, commença à circuler. Le désespoir s'emparait de beaucoup de participants, qui voyaient la probabilité de retrouver Michael vivant s'évanouir. Pourtant, aucune preuve définitive ne permettait d'accuser Elena de meurtre. On n'avait toujours pas réuni d'éléments irréfutables, indiquant comment la mort s'était produite, ni où le cadavre se trouvait. La complexité de l'affaire rappelait des dossiers où l'absence de dépouille complique considérablement l'action judiciaire. L'espoir d'un déblocage apparut lorsqu'un laboratoire spécialisé en toxicologie examina des échantillons prélevés sur un tapis et quelques objets ménagers de la maison Davenport. Les résultats montrèrent la présence de résidus suspectés d'être liés à un poison domestique, potentiellement utilisé dans des rodenticides, produits pour éliminer les rongeurs. On ne connaissait pas encore la concentration exacte de ce poison, mais le fait d'en avoir retrouvé des traces dans la salle à manger renforça l'idée d'un acte létal dissimulé. Elena prétendit qu'elle avait manipulé ce type de produit pour éliminer un problème de souris. Mais l'analyse concluait que les particules retrouvées sur le tapis n'avaient pas de raison d'y être si on s'en servait uniquement dans la cave ou dans des pièges fermés. Cette contradiction supplémentaire conforta les soupçons des enquêteurs. Peut-être Michael avait-il été drogué ou empoisonné avant que son corps ne disparaisse. Elena restait toutefois sur sa position de l'innocence, dénonçant un acharnement. Après des mois d'investigation, les autorités décidèrent qu'il était temps de soumettre le dossier au parquet, espérant qu'un procureur accepterait d'engager des poursuites. Celui-ci, ayant évalué la montagne d'éléments indirects, estima qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour accuser Elena de meurtre au premier degré, soutenant l'idée d'une préméditation, puisque la police d'assurance avait été souscrite peu avant la disparition. L'absence de corps n'était pas un obstacle insurmontable. En de rares occasions, la justice peut formuler des accusations lorsque les preuves circonstancielles sont jugées assez fortes. Le détective principal, le procureur et les experts chargés du dossier unirent leurs efforts pour construire un acte d'accusation solide, en répertoriant toutes les contradictions, les fausses déclarations et les indices matériels. Elena fut arrêtée et placée en détention provisoire en attendant son procès. La ville de Lakeview, tout entière, fut secouée par la nouvelle. L'adorable épouse, toujours souriante dans ses tailleurs impeccables, était soudain traitée comme une criminelle dangereuse. Beaucoup refusaient d'y croire, d'autres, au contraire, soutenaient que la vérité finirait par prouver sa culpabilité. Le procès, qui s'ouvrit l'année suivante, fit couler beaucoup d'encre. La salle d'audience du tribunal, habituellement calme, se remplit de journalistes, de curieux et d'habitants de Lakeview venus assister au déroulement d'une affaire qui les concernait intimement. En l'absence du corps de Michael, la stratégie de l'accusation consistait à souligner la cohérence de tous les indices pointant vers l'implication d'Elena. Le procureur présenta d'abord les éléments financiers, les relevés bancaires, les sommes retirées sous le nom d'Elena, la souscription rapide d'une police d'assurance disproportionnée. Vint ensuite l'analyse graphologique, démontrant la probabilité que le carnet de Michael ait été falsifié pour alimenter l'illusion de transactions avec des partenaires fictifs. On montra également des extraits des enregistrements vidéo, quoique flous, où l'on distinguait la voiture d'Elena à une heure inhabituelle, avec une forme suspecte dissimulée sous une couverture. Puis, un agent de police relata le témoignage de Sarah et diffusa l'enregistrement capté au café,
où l'on voyait Elena se contredire et admettre avoir dissimulé des informations sur la disparition de Michael. L'avocat de la défense, de son côté, tenta de démonter l'argumentaire de l'accusation. Il affirma que l'absence de corps ne permettait pas de prouver la mort de Michael, laissant la place à l'hypothèse d'une disparition volontaire ou d'un homicide commis par des individus extérieurs. Il soutint que la manipulation éventuelle des comptes bancaires s'expliquait par la volonté d'Elena de sauver son couple du désastre économique, qu'elle tentait maladroitement de couvrir les dettes de son mari pour éviter la honte publique. De même, il mentionna le climat menaçant dans lequel Michael vivait à cause de créanciers agressifs, suggérant que l'un d'eux aurait pu attenter à sa vie ou le contraindre à se cacher. Il critiqua fermement la fiabilité de l'enregistrement recueilli par Sarah, y voyant une conversation entre deux amis de longue date, sans preuve concrète qu'Elena reconnaissait un crime. Enfin, il argua que la découverte de résidus empoisonnés pouvait n'être qu'une coïncidence, puisque rien n'indiquait comment ou quand ce produit aurait été administré à Michael. Son but était de semer le doute dans l'esprit des jurés et de démontrer qu'il n'existait aucune preuve formelle, seulement des interprétations convergentes. Toutefois, l'accusation disposait d'un dernier atout. Un témoin expert en chimie médico-légale, appelé à la barre, expliqua longuement la façon dont certains poisons se disséminent et la difficulté d'en détecter la présence sans analyse spécifique. Il souligna qu'on avait retrouvé des traces du même produit sur une tasse brisée, découverte lors des fouilles, dans la benne à déchets du jardin d'Elena. Des morceaux de la céramique, soumis à un test, indiquaient la présence d'un résidu semblable à celui identifié sur le tapis, laissant supposer qu'une boisson aurait pu contenir ce poison. L'expert évoqua également la possibilité que la victime n'ait pas succombé sur le coup, mais assez rapidement, ce qui expliquerait la présence ultérieure de sang sur le tapis si jamais Michael était tombé ou avait eu un malaise. Bien que spéculative, cette théorie se montrait tout à fait plausible. L'avocat de la défense eut du mal à la contredire avec précision, car Elena n'avait jamais mentionné cette tasse brisée. Au fil des témoignages, les jurés purent prendre connaissance du caractère manipulateur que l'accusation imputait à Elena. Au-delà de son apparence aimable, elle aurait forgé de fausses pistes, inventé des créanciers ou exagéré leur dangerosité, et recueilli un maximum de pièces justificatives qui incriminaient soi-disant Michael dans des magouilles financières. Tout cela afin de toucher une importante somme d'argent, quitte à éliminer son mari et à faire croire à son départ volontaire. L'étendue de la mise en scène, construite autour de l'idée d'une disparition mystérieuse, stupéfia plus d'un observateur. Plusieurs témoignages supplémentaires établirent qu'Elena avait cherché à influencer un voisin, en lui demandant de rapporter publiquement qu'il avait vu Michael quitter la ville en taxi, ce qui se révéla faux. Il apparut alors clairement qu'Elena tentait de manipuler les perceptions dans son propre intérêt. Après plusieurs semaines de débats, le moment du verdict arriva. L'audience était particulièrement chargée en tension. Les jurés, après avoir délibéré longuement, revinrent avec une décision qui suscita un vif émoi dans la salle. Ils déclarèrent Elena coupable de meurtre au premier degré. La conclusion unanime reposait sur la somme de preuves circonstancielles et techniques qui montraient une préméditation évidente. Bien que le corps de Michael n'ait jamais été retrouvé, la cohérence des indices convainquit les jurés que l'issue funeste était établie. À l'énoncé de ce verdict, un silence lourd enveloppa l'assistance. Certains eurent un sanglot retenu, d'autres poussèrent un soupir de soulagement. Les journalistes s'empressèrent de transmettre l'information au monde extérieur. Elena, immobile, le regard vide, refusa de commenter. Le juge prononça une peine sévère, répondant à l'horreur que suscitait l'idée d'avoir empoisonné et fait disparaître son époux pour des raisons financières. Après le procès, un sentiment d'incompréhension et de soulagement coexista à Lakeview. Les résidents Ibras,
qui avait accueilli Elena avec tant de confiance, se voyaient soudain confrontés à la prise de conscience que leur ville, pourtant paisible, n'était pas immunisée contre les crimes les plus glaçants. Plusieurs personnes proches de Michael se retrouvèrent confrontées à un deuil sans sépulture, car son corps demeurait introuvable. Les autorités, bien qu'elles continuassent les recherches, étaient pessimistes quant à la possibilité de le localiser un jour. Sarah, de son côté, vécut un traumatisme émotionnel majeur. Elle avait dû trahir son ami pour servir la vérité. Si cela lui valut la reconnaissance de la police et le respect de nombreux habitants, elle se sentait partagée par la culpabilité de n'avoir pas perçu plus tôt les signaux d'alarme. Pendant longtemps, on la vit éviter les lieux publics, supporter le poids médiatique de celle qui avait révélé la supercherie. Certaines personnes l'admiraient pour son courage, tandis que d'autres lui reprochèrent d'avoir brisé la vie d'Elena en l'accusant. Pourtant, Sarah répétait qu'il lui était devenu impossible de taire ce qu'elle savait lorsqu'elle avait compris qu'un meurtre avait vraisemblablement été commis. La communauté de Lakeview, passée du statut de havre tranquille à celui de théâtre d'un drame effroyable, décida de mettre en place des initiatives de soutien pour les familles touchées par des crimes violents. On mit à disposition un espace public pour que les gens puissent discuter de leurs peines, déposer des fleurs en mémoire de Michael et s'informer sur la prévention de la violence conjugale et les dangers de l'endettement extrême. Malgré l'atmosphère endeuillée, certains tentèrent de tirer des leçons de l'histoire. La nécessité de ne pas se fier uniquement aux apparences, la valeur de la prudence face à des signaux d'alarme et l'importance de l'honnêteté dans les relations de couple. Les médias locaux, après l'engouement initial, publièrent des articles plus réflexifs, invitant à comprendre les conséquences dévastatrices des dettes non avouées, du stress psychologique et de l'avidité potentielle. Chacun prenait conscience qu'un enchaînement de mensonges peut conduire aux actes les plus irréparables. Au fil des mois, alors qu'Elena entamait sa peine de prison, certains éléments de l'enquête furent rendus publics. Des extraits de conversations internes, des photographies de la scène du crime, des documents bancaires, autant de pièces alimentant l'horreur du récit. Le juge estima que l'affaire méritait d'être rendue transparente, afin que le public comprenne comment l'appât du gain et l'illusion d'un couple modèle avaient pu mener à un crime aussi sordide. Toutefois, le dossier complet demeurait enfermé dans les archives judiciaires, jalousement gardées. Le détective principal, interrogé par une publication régionale, expliqua que l'affaire était l'une des plus complexes de sa carrière, non pas par la multiplicité des suspects, mais par la dissimulation méthodique et la difficulté d'avancer sans dépouille. Il confessa que l'acharnement et le courage de certains témoins, en particulier Sarah, avaient été déterminants pour faire aboutir l'enquête. La vie reprit malgré tout son cours dans le bourg de Lakeview, bien que chaque façade, chaque rue, chaque parc semblassent désormais porter la marque indélébile du drame. Les nouveaux arrivants qui s'installaient dans la région entendaient tôt ou tard la sinistre histoire de l'épouse qui avait fait disparaître son mari, et l'on racontait souvent des versions déformées par l'imagination. Plusieurs commerçants, frappés par la baisse de fréquentation liée à la mauvaise publicité du scandale, durent redoubler d'efforts pour redorer l'image de la ville. On espérait que le temps atténuerait l'onde de choc. Quelques proches de Michael entreprirent, en l'absence de corps, de célébrer un mémorial symbolique dans la chapelle locale. Le père de Michael, un homme âgé vivant dans un autre État, vint y faire un court discours. Il parle de son fils en termes élogieux, regrettant de ne pas avoir été davantage présent à ses côtés quand les affaires avaient commencé à se compliquer. Cette cérémonie laissa la communauté dans un état d'émotion profonde, ravivant la peine et la colère envers Elena. Pour certains, il demeurait un doute. Elena avait-elle bel et bien agi seule, ou avait-elle reçu de l'aide? De vagues rumeurs suggéraient l'implication d'un complice,
peut-être un créancier imposant, mais rien ne fut jamais confirmé. Les officiers de police, bien qu'ayant exploré cette piste, n'étaient pas parvenus à trouver de preuves concrètes. Le lourd bilan final indiquait clairement qu'Elena avait tout orchestré pour effacer Michael de l'équation, masquer l'homicide et profiter d'une assurance destinée à couvrir les dettes accumulées. C'était à la fois tragique et effarant de constater qu'une personne considérée comme serviable et discrète s'était transformée en une criminelle capable de duper ses proches et la police pendant un certain temps. Mais comme le répétaient plusieurs enquêteurs, dans ce genre d'affaires, la vérité finit invariablement par émerger, si ténue soit-elle derrière le réseau de mensonges. Dans ce climat chargé, Sarah, désormais l'une des figures centrales de cette histoire, fit le choix de suivre une thérapie pour gérer ses sentiments de culpabilité et de trahison. Elle cessa son travail à la banque quelques mois, puis y revint progressivement, soutenue par nombre de clients. James et d'amis Sadiq qui l'encourageaient à tourner la page. Malgré la douleur, elle se persuada que son rôle avait été nécessaire. Lors d'une interview qu'elle accorda à un journal local, elle déclara avec émotion qu'elle aurait préféré ne jamais découvrir ces zones sombres dans la vie d'Elena et qu'elle se sentirait toujours coupable d'avoir brisé un lien qu'elle croyait inaltérable. Pourtant, elle admettait qu'il était de son devoir de révéler la vérité, même si cela signifiait perdre une amitié de plusieurs décennies. Les rares qui se permirent de juger Sarah sévèrement pour sa participation à l'enquête reçurent, en guise de réponse, un silence douloureux. Elle n'éprouvait aucun plaisir à voir Elena condamnée, seulement la certitude qu'il n'existait pas d'autre issue possible lorsqu'il s'agit de faire justice pour Michael. L'histoire de la disparition de Michael Davenport et de la culpabilité d'Elena souligna dans l'esprit des citoyens de Lakeview l'importance d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe au sein de leur entourage. Le drame rappela aussi que la violence conjugale, sous ses formes les plus insidieuses, peut exister n'importe où, même dans les petites communautés réputées solidaires. Les associations locales proposèrent de nouveaux programmes de sensibilisation, espérant prévenir d'autres dérives. On encouragea chacun à prêter attention aux signaux de mal-être et à ne pas hésiter à demander de l'aide ou à en offrir si nécessaire. La leçon principale de l'affaire résidait dans la nécessité de vaincre la peur du scandale ou du jugement, tenter de dissimuler les problèmes financiers, refuser de communiquer sur ses difficultés. Tout cela peut mener à un engrenage dangereux dont il est parfois impossible de sortir autrement que par la tragédie. Un jour, alors que l'on croyait la page tournée, la police reçut un courrier anonyme mentionnant un endroit précis dans les bois entourant Lakeview où Michael aurait pu être enterré. Un groupe d'experts, accompagné d'officiers acquis, fouilla le secteur. On y retrouva, enfouis sous des débris, des morceaux de vêtements et un objet métallique susceptible d'être un bijou. Les analyses ultérieures ne furent pas concluantes pour identifier formellement la présence de restes humains, mais cet événement ralluma un espoir fragile de trouver enfin la dépouille. Cette fouille, cependant, se solda par un échec. Aucun indice supplémentaire ne fut découvert et l'hypothèse d'un simple canular fut avancée. Malgré cela, le détective principal, même après la clôture officielle de l'affaire, restait attentif à la moindre information, convaincu qu'il était de son devoir moral de rendre un jour un semblant de sépulture à Michael Davenport. Il est indéniable que les conséquences de cette histoire bouleversèrent la ville en profondeur. Beaucoup de relations amicales ou professionnelles se distendirent, chacun craignant d'ignorer ce qui peut se cacher derrière des apparences trompeuses. D'autres, au contraire, se rapprochèrent, trouvant dans l'union et le dialogue un moyen de se prémunir contre de futurs drames. De nouveaux habitants vinrent s'installer à Lakeview, attirés par la beauté naturelle du lac et la perspective d'une vie paisible, sans forcément connaître le sombre chapitre qui avait entaché la réputation de l'endroit.
Les plus anciens, eux, n'oubliaient pas. On disait parfois qu'au crépuscule, lorsque la lumière se reflétait sur l'eau, l'ombre de Michael se dressait quelque part, dans la mémoire collective, symbole de l'insoutenable secret qui avait ébranlé la communauté. Dans l'immédiat, cependant, le destin d'Helena était tout tracé. Elle purgeait une lourde peine. Certains estimaient qu'elle continuait de nier sa culpabilité, se présentant comme une victime d'un complot ourdi par ses créanciers. D'autres, au contraire, affirmaient que dans ces moments de solitude, elle aurait confié à une autre détenue avoir empoisonné Michael, tout en ne révélant jamais où elle avait caché son corps. Il ne s'agissait là que d'une rumeur, mais elle suffisait à alimenter la fascination macabre des curieux. Un journaliste local écrivit un article expliquant que l'affaire de l'épouse qui avait dupé tout le monde, y compris la police, demeurerait pour toujours l'un des plus grands mystères de Lakeview, car elle laissait planer une question sans réponse. Pourquoi recourir à l'ultime extrémité plutôt que d'affronter la honte de la faillite, ou, à défaut, la séparation? Je ressens un pincement au cœur en songeant à la fin de ce récit, car j'ai l'impression de me tenir au seuil d'un abîme d'incompréhension. Je ne pourrai jamais concevoir ce qui peut pousser un individu à supprimer la vie d'un être proche pour des raisons d'argent ou d'orgueil. Je reste emplie d'émotions en pensant à tout ce que Michael a perdu et à ce que sa famille et ses amis ont dû traverser après ces événements tragiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son dénouement, même s'il nous laisse un goût amer. J'ai hâte de vous présenter d'autres enquêtes tout aussi captivantes. Des affaires résolues, d'autres qui demeurent ouvertes, et toutes celles qui nous rappellent qu'il reste tant à comprendre derrière chaque geste criminel. Je vous souhaite une bonne continuation et vous invite, si vous le désirez, à explorer les autres récits disponibles sur cette chaîne. J'espère que vous y trouverez matière à réflexion et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires vraies de crimes. Prenez soin de vous et à très vite.